OK. Hop, alors, les participants arrivent. Bonjour à tous qui nous rejoignez, petit à petit. Donc, on va attendre, quelques secondes, quelques minutes peut-être, pour commencer que tout le monde puisse se joindre à nous. Je vois le chiffre qui grossit. On va pouvoir lancer la présentation. Hop là. Donc, vous nous rejoignez aujourd'hui, on est 47 actuellement pour un webinaire autour de l'endométriose et plus précisément autour de son diagnostic grâce à l'imagerie. Donc un webinaire qu'on a appelé endométriose, le rôle clé de l'imagerie médicale dans le diagnostic et le suivi. Combien est-ce qu'on est actuellement? 50 personnes, il est 30. Est-ce qu'on commence? Tout le monde est prêt? Y Tout aller. le monde est prêt. C'est parti. Alors, donc vous devez voir autour de votre écran 4 grands radiologues qui sont présents au sein du réseau Vidi. Donc le docteur Clara Chaussé qui fait partie du groupe d'Iméo à Besançon, le docteur Caroline Bastiani qui fait partie du groupe Riviera Imagerie Médicale à Nice, le docteur Damien Breit du groupe Prime à Reims et le docteur Martha Lampica du groupe Nora Imagerie au Havre. Donc ils vont tous pouvoir se présenter un petit peu plus précisément et à leur manière au moment de leur partie. Vous allez pouvoir les découvrir. Pour vous présenter très rapidement le réseau Vidi. Donc le réseau Vidi, c'est un réseau coopératif qui compte 75 membres que vous pouvez voir autour de la carte. Donc peut-être avez-vous un centre membre du réseau Vidi proche de chez vous. Ça représente donc 400 sites d'imagerie médicale, 1200 médecins. Donc c'est des médecins qui sont unis par le partage d'expériences, une véritable communauté qui peuvent se retrouver à de nombreuses occasions, notamment comme ce soir pour un webinaire autour de l'endométriose. Mais vous pourrez aller voir sur la chaîne YouTube du réseau Vidi, il y a eu également un webinaire autour du cancer du sein, le dépistage du cancer du sein, donc le dépistage organisé qui suit le parcours entre 50 et 74 ans, il me semble, ou pas. Donc c'est un webinaire que vous retrouverez gratuitement, librement. Si les centres membres du réseau Vidi peuvent, je sais pas, vous intéresser, mais vous souhaitez pouvoir vous y rendre, la carte est trouvable sur le site internet, c'est très facile. Donc on va pouvoir, commencer. Je vois que vous êtes, un petit peu plus d'une soixantaine, connectés. Donc je vais laisser la parole, pour commencer au docteur Clara Chaussé qui va nous, va présenter un petit peu plus ce qu'est, l'endométriose. À vous. Merci Eugénie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Clara Chausset, je suis radiologue spécialisée en imagerie pelvienne de la femme au sein du groupe d'imagerie médicale d'IMEO, donc qui est basé au niveau du Doubs. Et puis je suis référente endométriose sur le plan radiologique au sein du réseau endométriose Bourgogne-Franche-Comté. Donc à ce titre, je participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Dans la première partie que je vais vous présenter, on va essayer de reposer un petit peu les bases sur ce qu'est l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique qui va toucher 190 millions de femmes dans le monde, qui va se manifester chez les femmes en période d'activité génitale, hein, donc de la puberté jusqu'à la ménopause. Elle va être caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de l'utérus. Donc, qu'est-ce que c'est le tissu endométrial? Eh bien, c'est le tissu qui va tapisser la paroi interne de la cavité utérine de manière normale et qui, donc, dans l'endométriose, va se retrouver en situation extra-utérine. Alors, Mais je mets le topo. voilà. Donc Pardon. voilà, cette endométriose en dehors de l'utérus, son problème, c'est que elle va, enfin, ce tissu endométrial en dehors de l'utérus, son problème, c'est qu'il va se comporter un petit peu comme le tissu endométrial à l'intérieur de l'utérus et il va créer, en fait, il va entraîner des hémorragies lors des périodes de règles. Puis derrière, il y a des petits phénomènes de cicatrisation qui vont se faire, entraînant donc de la fibrose et donc des adhérences dans le pelvis qui pourront être à l'origine des différents symptômes. Il faudra bien distinguer l'endométriose de l'adénomiose, hein, c'est pas la même chose, c'est pas toujours associé. Donc, nous, sur nos comptes rendus en radio, on fait bien la différence. L'adénomiose, ce sera du tissu endométrial qui sera localisé en intra-utérin, mais au sein du myomètre, donc qui ne va pas tapisser la paroi interne de la cavité utérine. Lorsque le tissu endométrial va se localiser sur la paroi plutôt interne du myomètre,
On appellera ça de l'adénomiose interne, et donc là, c'est une maladie à proprement parler, ce ne sera pas forcément associé à de l'endométriose. Ça pourrait être pourvoyeur de symptômes type saignement, douleur pelvienne, mais voilà, pas forcément associé à de l'endométriose. Si l'adénomiose va se localiser sur la partie un peu plus externe de l'utérus, là, c'est de l'adénomiose externe et c'est quand même très associé à l'endométriose. Le principal symptôme de l'endométriose, ce sera la dysménorrhée sévère. Donc, c'est des douleurs intenses qui vont survenir pendant les règles. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que toutes les patientes souffrant de dysménorrhée sévère ne vont pas forcément être atteintes d'endométriose. Alors, je te laisse revenir un petit peu en arrière. 40% des femmes en période d'activité génitale vont souffrir de dysménorrhée sévère. 10% des femmes auront une endométriose. Donc, ce que ça sous-entend, c'est que bien évidemment, l'endométriose, c'est c'est le principal diagnostic qu'on va suspecter en première intention. Mais si le bilan revient négatif, eh ben, il y aura quand même d'autres choses à rechercher. Ensuite, en tant que médecin, comment on s'oriente alors quand une patiente vient nous voir pour des dysménorrhées? Eh bien, on va s'aider de la règle des 5D. Donc, en plus des dysménorrhées, on va chercher quatre autres symptômes. Les dyspareunies profondes, qui seront des douleurs lors des rapports sexuels, les douleurs à la défécation majorées pendant les règles, les douleurs de la vessie majorées également pendant les règles, et puis un fond douloureux permanent, donc des patientes qui auront des douleurs même en dehors des cycles menstruels, hein. Quand on aura donc une dysménorrhée qui est associée à un autre D, eh bien, on suspectera fortement une endométriose et ça entraînera le bilan adéquat. Donc, les symptômes physiques de l'endométriose sont variés, hein. Donc, on l'a vu, le principal signe, c'est les douleurs. Le site des douleurs sera très variable en fonction de la localisation des lésions, hein. S'il y a une endométriose ovarienne droite, on aura plutôt des douleurs à droite. S'il y a une localisation au niveau des cul-de-sac vaginaux, eh ben, on aura des dyspareunies, donc des douleurs pendant les rapports. Voilà, il y a aussi d'autres types de douleurs un peu moins fréquentes, mais qui peuvent survenir, comme des douleurs neuropathiques, donc neurologiques, quand l'endométriose vient infiltrer les nerfs, donc ça pourra donner des sciatiques, des douleurs périnéales. On pourra aussi avoir, en cas d'endométriose diaphragmatique, donc au niveau des coupoles diaphragmatiques, des douleurs qui seront plutôt subcostales, donc plutôt hautes dans l'abdomen. On pourra aussi avoir des nodules d'endométriose au niveau musculaire qui pourront donner des douleurs au niveau de la paroi abdominale. Voilà, c'est pas exhaustif comme liste, mais c'est pour vous montrer toute la variabilité des symptômes, des topographies des sites de douleur possibles. On l'a vu, donc on pouvait avoir également des symptômes urinaires et digestifs s'il y a une endométriose au niveau du rectum ou de la vessie notamment. Et au-delà des douleurs, on pourra être amené à rechercher par exemple des saignements dans les selles pendant les règles, hein. Ce sera évocateur. Les patients pourront souffrir de fatigue chronique et puis on sait que l'endométriose elle a un impact qui n'est pas négligeable, hein, sur la fertilité, puisqu'environ 30 à 50% des patientes en infertilité présentent une endométriose. Alors c'est quelque chose qui a à pondérer, hein. Toutes les patientes ne souffriront pas d'infertilité et pas au même degré. Ce sera vraiment dépendant de la localisation de la maladie et puis du degré de sévérité de la maladie. Au-delà des symptômes physiques, l'endométriose a des conséquences psychologiques et sociales avec des patientes qui rapportent quand même largement un impact négatif sur la qualité de vie, de possibles symptômes dépressifs, anxieux, et puis un impact négatif sur la carrière professionnelle ou sur la scolarité, hein, avec des arrêts qui peuvent être récurrents. Donc, on sait que l'endométriose, ce n'est pas un diagnostic qui est forcément facile à poser, hein. L'errance diagnostique, elle est estimée entre 7 à 10 ans en moyenne. Alors, je suis optimiste sur le sujet. Je pense qu'on est en train vraiment de diminuer ce délai, hein, petit à petit en s'organisant de mieux en mieux. Ce délai d'errance, il pouvait être expliqué de plusieurs manières, hein, donc du fait de la symptomatologie variable qui n'est pas forcément identique d'une patiente à l'autre. Donc, des fois, on a des plaintes différentes et on a du mal à s'orienter. Sur la normalisation des douleurs menstruelles qui s'est faite pendant longtemps au sein de la société. Également, quand on est sur des maladies un petit peu nouvelles ou qu'on découvre, qu'on apprend à mieux connaître, eh bien, il y a forcément un délai, hein, de formation des médecins qui
qui n'est pas compressible, hein, que ce soit pour les médecins généralistes ou les spécialistes. Et puis, ben, parfois, on peut avoir une inégalité d'accès aux consultations spécialisées pour les patients qui sont dans des zones plus rurales. Mais ça, pareil, les réseaux sont de mieux en mieux organisés. Donc, j'espère que ça va tendre à disparaître. Le diagnostic précoce, il est important. Il va permettre de soulager les symptômes, de prévenir les complications, d'éviter la progression de la maladie. Tout ça dans le but d'améliorer du coup la qualité de vie. Donc, il y a 3 types d'endométriose différents qui ne vont pas se diagnostiquer de la même façon. Donc, on va faire on va expliquer un petit peu les subtilités. Donc, le premier type d'endométriose, c'est l'endométriose superficielle. Donc, il va se définir en fait par des implants d'endomètre, des lésions d'endométriose qui seront en fait, qui vont tapisser les parois les parois internes de la cavité abdominale, donc ce qu'on appelle le péritoine. Donc ça, c'est un type d'endométriose qui sera pas accessible à l'imagerie, hein, où nous, on n'aura pas un grand rôle à jouer. Ce sera vraiment surtout la chirurgie. Donc, si on veut le diagnostic de certitude, hein, ce sera la chirurgie avec la célioscopie. Donc, quand on fait des petits trous au niveau de la paroi de l'abdomen et puis qu'on insère une caméra. Je peux passer la diapo, Eugénie. J'ai des petits exemples en photo. Tu peux encore passer. Voilà, donc à gauche, ça, c'est des vues célioscopiques, hein. Chez des patientes qui sont atteintes d'endométriose. Donc à gauche, c'est l'endométriose superficielle. Donc on voit des petits implants violacés qui vont tapisser les parois internes de l'abdomen. À droite, du coup, c'est les autres types d'endométriose qu'on va voir tout de suite avec des kystes sur les ovaires. Donc, c'est les formations blanches de chaque côté. Et puis, en avant, on voit l'utérus qui est un peu plus rose. Et donc, en arrière de l'utérus, on voit des bandes un petit peu fibreuses. Donc, voilà, c'est de l'endométriose également. Donc, le deuxième type d'endométriose, c'est l'endométriose profonde, donc sous-péritonéale, qui, elle, donc, va se caractériser par des implants qui vont infiltrer en profondeur les organes sous la surface du péritoine. La principale structure anatomique qui sera atteinte dans ce type d'endométriose sont les ligaments utérosacrés. Donc, si vous avez déjà passé des IRM pour endométriose, souvent, nous, on en parle. C'est des petits ligaments qui vont se localiser, qui vont être en arrière de l'utérus et qui vont être infiltrés par l'endométriose quand il y en a une de manière assez fréquente. C'est dans cette endométriose profonde aussi qu'on aura tout ce qui est atteinte utérus, rectum, vessie, vagin. La dernière forme d'endométriose, c'est l'endométriose ovarienne. Donc les patientes auront des endométriomes sur les ovaires, donc enfin un ou plusieurs endométriomes sont des kystes qui sont caractérisés par un contenu liquidien couleur un peu chocolat du fait des saignements qu'on retrouve dans l'endométriose. Donc ces deux types d'endométriose, seront globalement assez facilement accessibles en imagerie, que ce soit en échographie et ou en IRM. Et puis, donc, pour la suite, pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais passer la parole au docteur Brett. Il y a Coralie qui a fait une remarque super intéressante. Elle a dit: Bonsoir, excusez-moi, mais il s'agit d'une maladie systémique car elle touche d'autres organes, d'autres appareils du corps. Et c'est vrai, c'est une maladie de système dans le sens où elle va, par le même mécanisme, atteindre plusieurs organes. Et alors, il y a des trucs un peu très rares, hein, mais un peu exotiques. On peut avoir des nodules dans le poumon, des nodules sur le diaphragme, des nodules au niveau de la vésicule biliaire. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le mécanisme est le même pour tous ces nodules. C'est-à-dire que c'est de l'endomètre, en fait, donc ce qui tapisse la cavité, enfin, l'intérieur de la cavité utérine, qui va ailleurs dans le corps et on ne sait pas exactement comment. Il y a des hypothèses, mais ça n'a pas été, on ne sait pas exactement le mécanisme. Et qui va saigner à chaque fois, enfin, ils sont programmés pour saigner. Donc, à chaque fois que la patiente a ses règles, tous ces petits nodules qui peuvent être un peu partout vont saigner, créer de l'inflammation et créer des adhérences. Et donc, tout ça, ça fait que la symptomatologie, on dit qu'elle est cataméniale, c'est-à-dire qu'elle survient pendant les règles, mais effectivement, ça peut toucher plusieurs organes. Et du coup, Oui, le traitement, il est aussi plus facile parce que c'est le même traitement pour toutes ces lésions. oui, si c'était pour Euh, rebondir sur le fait que j'ai dit que c'était une maladie gynécologique, bon, bah, ça, j'aurais dû dire à point de départ oui, gynécologique, oui, oui. c'était plus juste, effectivement. Ouais. Après, on pense qu'il y a les cellules de l'endomètre qui sortent par les trompes et que c'est pour Mm. ça que le plus souvent, quand même, c'est dans le pelvis.
À vous, Voilà. docteur Bright. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du rôle de l'imagerie médicale dans le suivi de l'endométriose et dans son diagnostic surtout. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'endométriose est difficile à diagnostiquer, a été pendant très longtemps difficile à diagnostiquer lorsqu'on ne disposait pas de moyens d'imagerie adéquats. L'imagerie d'endométriose s'est progressivement développée pendant les 30 dernières années. Et les 3 examens d'imagerie dont on dispose habituellement vont pouvoir participer chacun à ce diagnostic d'endométriose. On dispose, comme vous le savez, de 3 examens diagnostiques en imagerie, l'échographie, l'IRM et le scanner. L'examen le plus simple et le plus accessible est bien sûr l'échographie pelvienne. Donc cette échographie pourra être réalisée de 2 manières, soit en passant par le ventre, soit en passant par le vagin. Donc l'analyse par le ventre va permettre d'analyser l'ensemble de l'appareil urinaire, le tube digestif, et également l'utérus et les ovaires. On pourra également avoir une certaine analyse du tube digestif. L'analyse par voie interne, donc par voie endovaginale, plus rarement par voie endorectale, aura pour objectif de se mettre plus au contact des lésions en se mettant au fond du vagin. Et pour cela, on pourra voir des lésions éventuellement beaucoup plus subtiles, notamment sur les fameux ligaments utérosacrés, les lésions digestives, les analyser de manière beaucoup plus performante. Et en plus, c'est un examen, l'échographie, qui est très performant, même s'il est très difficile d'être expert en échographie de l'endométriose, parce que c'est un examen dynamique qui pourra permettre de vérifier s'il a des zones d'adhérence, qui sont un bon élément du diagnostic. D'autre part, il pourra être également guidé par la douleur, mais hélas, il pourra également être limité par la profondeur d'exploration, c'est-à-dire que les lésions qui sont très à distance de la sonde d'échographie pourront être difficiles à visualiser, notamment celles qui se trouvent au niveau des parois, ce qu'on appelle les parois pelviennes, les parois du petit bassin. Donc cette échographie ayant été réalisée, on pourra également visualiser les lésions d'endométriose en faisant une IRM pelvienne. Pour certaines personnes, c'est le gold standard, c'est-à-dire c'est la technique qui permet d'avoir une analyse la plus fiable des lésions. Tout le monde n'est cependant pas d'accord là-dessus. Il existe des équipes qui recourent presque essentiellement et exclusivement à l'échographie, avec des experts qui sont capables de voir des lésions de très petite taille, notamment les pays anglo-saxons, l'Australie, le Royaume-Uni. L'IRM pelvienne, c'est devenu l'examen de référence donc en France notamment. C'est un examen qui reste de deuxième intention, qui coûte beaucoup plus cher que l'échographie. C'est pour ça que l'échographie est toujours réalisée en première intention. L'IRM pelvienne, on peut également les réaliser lorsque l'analyse en échographie est insuffisante, notamment chez les jeunes filles vierges, où on ne peut pas avoir l'outil endovaginal qui est très, très performant. Donc cette IRM pelvienne va pouvoir assurer une cartographie complète des lésions, notamment retrouver une analyse des lésions qui sont plus à distance du vagin, que ce soit les lésions digestives sur les différents éléments du tube digestif, les lésions au niveau des parois pelviennes. Et en plus, l'avantage de cette IRM, c'est qu'elle est plus facile à relire par un comité pluridisciplinaire qu'une échographie qui est parfois un peu plus complexe à relire, sauf si on a fait un film des différentes séquences d'échographie qu'on a vues, mais sur des images arrêtées, les images d'échographie peuvent être parfois un peu moins faciles à interpréter que les images d'IRM, où là on a un protocole standardisé et les images sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde voit les mêmes images. Voilà. Après cette IRM, qui est un outil également performant de caractérisation tissulaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a des lésions un peu particulières au niveau des ovaires, que ce soit des lésions inflammatoires, infectieuses et même voire tumorales, l'IRM est très performante pour caractériser les différents tissus et déterminer à quel type de lésion on a affaire. On va parler du scanner. Alors le scanner, c'est un examen qui n'est pas du tout réalisé en routine pour l'imagerie de l'endométriose, c'est un examen qui est surtout l'apanage du bilan préopératoire. Lorsque le chirurgien veut avoir une idée un peu plus complète de l'ensemble des atteintes digestives de l'endométriose, il peut demander ce qu'on appelle un uro-entéro-coloscanner. On va voir à la fois l'ensemble de l'appareil urinaire, également le tube digestif, le petit intestin comme le gros intestin,
et tout l'environnement. Le coloscanner est souvent réalisé dans des centres experts. C'est un examen qui est un peu plus lourd de préparation et de réalisation que l'IRM et l'échographie. On peut également, en troisième intention, faire soit une écho-endoscopie, c'est-à-dire une échographie lors d'une endoscopie, c'est-à-dire que ça, c'est plutôt le gastro-entérologue qui le fait que les radiologues. Donc, il a une sonde qu'il met dans le rectum, qui est un peu différente de celle qu'on utilise pour l'échographie endovaginale, parce qu'elle permet d'avoir une vue à 360 degrés. Il va permettre, cet examen va permettre d'analyser précisément la profondeur de l'atteinte du tube digestif dans l'épaisseur de la paroi donc, du rectum de l'endométriose. On pourrait également mettre dans cette troisième rubrique de l'examen préopératoire l'échographie digestive que moi je réalise personnellement, c'est-à-dire qu'on fait une échographie souvent abdominale comme une échographie par voie interne qui a pour objectif de faire le bilan de toutes les lésions. On peut bien visualiser les lésions du tube digestif par voie abdominale comme par voie interne, les lésions qui sont à distance du fond du vagin, les lésions sur l'intestin grêle ou les lésions sur le gros intestin à distance donc, du rectum lorsqu'on a un peu l'habitude. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, donc il est important de préciser deux choses. D'une part, que c'est bien sûr des examens complexes avec une sémiologie, c'est-à-dire une analyse des anomalies qui est difficile et ça demande vraiment un œil très aguerri pour pouvoir détecter toutes ces lésions. Il y a une grande différence entre la découverte de kystes sur les ovaires, de kystes d'endométriose sur les ovaires, qui peuvent être plus ou moins volumineux. Ça, c'est, on va dire, à la portée de nombreux radiologues. Par contre, des lésions beaucoup plus subtiles, des petits nodules, que ce soit sur le tube digestif ou sur les ligaments, ça demande beaucoup plus d'expertise. C'est pour ça qu'on progresse tous les jours dans l'imagerie de l'endométriose, notamment en échographie. Voilà. D'autre part, il n'y a pas de parallélisme à l'entomoclinique, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui peuvent avoir une symptomatologie très bruyante avec des lésions de très petite taille, que ce soit des lésions superficielles qui ne sont pas forcément visibles en imagerie, ou des lésions peu importantes sur les ligaments, sur les ovaires, etc. Et on peut avoir également des patientes, ça peut également dépendant de la race des patients. Souvent, on dit que les patientes asiatiques sont nettement moins symptomatiques que les patientes caucasiennes. Donc, la symptomologie est très variable pour une lésion donnée. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Concernant, on en a déjà vu tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on explore les patientes? On explore les patientes qui sont symptomatiques, bien sûr, pour illustrer différentes lésions, faire un diagnostic positif, c'est-à-dire affirmer la présence ou non d'endométriose. On fait toujours donc l'échographie en première intention, quel que soit le patient, et on passe en deuxième intention. En fonction des cas, les indications d'IRM sont variables. Certaines personnes qui ne sont pas trop à l'aise en échographie considèrent que l'IRM est à faire systématiquement, même que l'échographie soit normale ou anormale. D'autres personnes considèrent que l'IRM est plutôt à réaliser lorsque c'est des cas compliqués, qu'on veut vraiment avoir une analyse exhaustive d'ensemble des lésions, voire en préopératoire. Donc les indications peuvent varier en fonction des habitudes et de l'expertise des différentes équipes dans les différents examens d'imagerie médicale. Ça peut également dépendre de la morphologie des patientes. Il est sûr que l'échographie peut être moins performante du fait de la profondeur des organes. Donc, les patientes qui sont un peu plus enrobées, on va avoir du mal à voir ce qui se passe précisément au niveau des organes par voie suspulienne, c'est-à-dire en passant par le ventre. L'échographie endovaginale peut parfois être également un peu plus délicate dans ces cas-là, alors que l'IRM pourrait être moins difficile chez les patientes qui ont comme ça chez qui l'exploration anatomique est plus délicate. L'IRM, elle, permet d'avoir une analyse in toto beaucoup plus performante dans ces cas-là. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, toujours la notion que l'imagerie médicale normale ne permet pas d'infirmer le diagnostic d'endométriose. L'endométriose, c'est un ensemble de faisceaux de diagnostics qui passent par la clinique en premier lieu, voire l'imagerie qui peut venir corroborer la clinique ou pas. Mais l'endométriose superficielle, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément visible en imagerie. C'est pour ça qu'un examen normal n'exclut pas le diagnostic. Et c'est une réserve qu'on peut mettre à la fin de chaque compte-rendu, d'ailleurs,
Alors, ça ne veut pas dire forcément que la patiente n'a pas d'endométriose, mais ça ne veut pas dire non plus que la patiente a une endométriose qu'on ne voit pas. Donc, c'est toujours un peu délicat. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce que l'on recherche, alors je vais me répéter un petit peu par rapport à tout à l'heure, bien sûr poser un diagnostic, décrire précisément les lésions, leur localisation, que ce soit sur les ligaments, sur le tube digestif, sur l'utérus, les ovaires, dans les localisations anatomiques un peu particulières, au contact des nerfs notamment, parfois au niveau de la paroi abdominale, au niveau du diaphragme. Donc des localisations très particulières qui, en fonction de la symptomatologie, vont pouvoir nécessiter d'une extension de l'exploration. Il y a également des atteintes beaucoup plus rares au niveau du canal inguinal, des douleurs au niveau des plis inguinaux, donc là, dans le petit tunnel de migration des ovaires, qui pourront être un peu plus pernicieuses et difficiles à diagnostiquer. Pour ce qui est des atteintes digestives, on s'attachera à décrire précisément l'importance de l'atteinte, l'uni ou la multifocalité, la distance par rapport au rectum et par rapport surtout à la marge anale, et le caractère circonférentiel ou non, c'est-à-dire sténosant ou non des lésions, savoir s'il y a un risque que l'intestin, que le bol alimentaire soit bloqué dans l'intestin ou pas. C'est un caractère qui va permettre au chirurgien de modifier sa prise en charge chirurgicale. Il existe différentes prises en charge chirurgicales pour les différents types d'atteintes de l'intestin. Et en fonction des arguments qu'on va pouvoir donner au chirurgien, il va adapter sa prise en charge chirurgicale pour retirer, lorsque c'est nécessaire, ces lésions d'endométriose digestive. D'autre part, comme je l'avais dit tout à l'heure, la différence entre l'IRM et l'échographie, c'est que l'échographie est un examen dynamique, alors que l'IRM est un examen statique. Donc l'échographie est très performante pour pouvoir rechercher ce qu'on appelle des adhérences. L'endométriose, comme on l'a dit, ça fait deux types de lésions, les lésions hémorragiques et les lésions fibreuses. Les lésions fibreuses, c'est-à-dire c'est des lésions qui vont coller les intestins entre eux, ça va créer des vrais points de colle entre les différents organes. Et lorsque les organes sont collés entre eux, lorsqu'on appuie un peu dessus avec la sonde d'échographie en s'aidant de la main abdominale, donc la main qui ne tient pas la sonde, on va pouvoir vérifier si les organes sont plus ou moins mobiles entre eux. Ça va pouvoir permettre d'aider le diagnostic et d'aider à retrouver ces lésions un peu subtiles d'endométriose, ce qu'on appelle les adhérences. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quel suivi en imagerie? Une fois que le diagnostic a été fait, quand est-ce qu'on va suivre les patientes? Un peu compliqué ce sujet. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. L'imagerie de l'endométriose, c'est quelque chose de très complexe. Faut-il ou pas un suivi d'une patiente qui a une endométriose lorsqu'elle ne présente pas de modification de symptomatologie? Tout le monde n'est pas d'accord sur ce fait. En tout cas, une chose est sûre, lorsqu'il y a une modification des symptômes, lorsqu'il y a une modification du traitement, lorsqu'il y a un désir de grossesse, ou lorsqu'il y a une prise en charge chirurgicale, bien sûr, on voudra une imagerie récente pour faire une cartographie la plus précise des lésions. Également, dans le cadre du suivi post-opératoire, on pourra rechercher une efficacité de l'opération, et on pourra également rechercher des différentes complications de la prise en charge chirurgicale. On sait que la chirurgie de l'endométriose, c'est très complexe. Il peut y avoir éventuellement des complications. Les radiologues sont là pour vérifier ce qui se passe lorsque on a des soucis. On peut également vérifier que tout se passe bien et que tout est en ordre. Faire la différence entre les lésions cicatricielles et les lésions d'endométriose et les récidives. Donc ça, c'est aussi également le rôle du radiologue. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup, docteur. Je vous propose à tous qu'on fasse une petite session questions-réponses pour commencer à dégrossir un petit peu tout ça. Alors pour commencer, on a reçu une première question par mail disant: «Bonjour, l'échographie pelvienne endovaginale, intrusive chez une adolescente. Alors comment diagnostiquer chez une fille l'endométriose?» Alors justement, on ne fait pas d'échographie endovaginale chez les adolescentes, c'est pour ça qu'on passe à l'IRM. On fait l'échographie pelvienne par voie au-dessus du ventre, on appelle suspubienne, au-dessus du pubis. Hein, et lorsque l'examen endovaginal n'est pas possible, on recourt à l'IRM, qui est l'examen gold standard dans ces cas-là. Plus facilement à l'IRM que lorsqu'on a fait une échographie endovaginale.
Et lorsqu'on bénéficie d'une expertise qui permet d'avoir une certitude que l'on n'a pas vu d'anomalie, qu'il n'existe pas d'anomalie, on n'a pas forcément, dans ces cas-là, besoin de recourir à l'IRM. Mais chez la jeune fille, l'adolescente ou la femme vierge, bien sûr, l'IRM est indispensable. D'accord, merci beaucoup. On a une question ensuite qui est adressée au docteur Chaussé qui nous dit il me semble que le docteur Chaussé a dit que l'endométriose superficielle n'est pas visible en imagerie. Donc oui, oui, hein, comme on l'a dit, c'est le type d'endométriose qui va être mis en défaut en imagerie actuellement. Je voyais une question qui demandait si on allait avoir une possibilité à un moment en imagerie de voir l'endométriose superficielle. Bon, j'imagine c'est pas le cas pour l'instant. Après, les techniques d'imagerie, elles sont en constante évolution, hein, notamment en IRM. On voit de plus en plus de choses. On voit des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc, à terme, j'espère qu'on arrivera à le diagnostiquer, effectivement. Toujours sur les examens qui sont possibles, on a une question qui parle de d'autres pays qui utilisent exclusivement l'échographie car ils ont de meilleurs équipements ou car leurs spécialistes sont mieux formés. C'est une question d'école, en fait. Il y a des écoles qui ont toujours prôné l'échographie et ne croient pas à l'IRM. Alors, après, c'est également un peu une guerre de clochers. Dans ce cas-là, c'est souvent les gynécologues spécialisés dans l'endométriose qui réalisent eux-mêmes les échographies. Et lorsqu'ils sont très compétents, eux, ils ont tous les éléments cliniques, c'est-à-dire l'examen des patientes, l'examen gynécologique et l'échographie sous la main. Et lorsqu'ils sont très performants donc en échographie, ayant l'échographie directement sous la main, en consultation, ils peuvent faire un bilan exhaustif, donc dans ces cas-là immédiat de l'endométriose, sans avoir à recourir à un tiers, donc au radiologue, pour faire l'IRM. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines équipes dans certains pays qui prônent essentiellement l'échographie endovaginale. Merci beaucoup. On a ensuite une question de Marion sur la complémentarité des examens qui nous explique qu'elle a passé une échographie avec un radiologue spécialisé, donc qui a montré un certain nombre d'atteintes et une IRM également avec un radiologue spécialisé qui n'a presque rien montré. Sa gynécologue d'un centre référent lui a dit que l'IRM primait sur l'échographie, qu'il n'était pas possible que des lésions aient été vues en écho et pas à l'IRM et que donc elle écartait l'écho, ce qui l'a surprise. Alors là, c'est un problème compliqué, mais l'échographie peut avoir dans certains cas, comme j'ai dit tout à l'heure, une résolution plus importante que l'IRM et voir des lésions de petite taille, certaines lésions fibreuses qui ne sont pas très faciles à visualiser à l'IRM. L'IRM, en fonction des habitudes, peut être également très difficile à, euh, à interpréter, en fonction de la qualité de l'examen d'IRM, en fonction de l'état de préparation de la patiente, en fonction de la corpulence de la patiente, en fonction des différents artefacts, c'est-à-dire les images de pollution du signal IRM qui peuvent gêner l'interprétation. Et le caractère dynamique de l'échographie est également un atout essentiel pour pouvoir guider, comme la douleur, le radiologue ou le gynécologue pour visualiser ces images très subtiles qui pourraient parfois, dans certaines conditions, échapper à l'IRM. Donc, D'accord, pas merci beaucoup. forcément d'accord avec le fait que l'IRM prime sur l'échographie. Ça dépend qui fait l'IRM, qui fait l'échographie surtout. Ça dépend surtout qui fait l'échographie. Hein. Le gros avantage des IRM, c'est que c'est des examens qu'on peut relire. L'échographie est très opérateur dépendant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'échographie, personne ne va pouvoir dire est-ce qu'il y a eu ou pas une atteinte, alors que l'IRM, c'est gravé sur un CD. Et donc, quand on a un doute, et ça arrive à tout le monde, on peut le montrer à des confrères, confronter un peu ce que dit le gynécologue, les symptômes, et ce qu'on voit à l'IRM. Et du coup, on peut plus facilement relire l'examen. Il y a également le fait qu'il y a une histoire de seuil. Hein. Après, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais pour le diagnostic d'une image, on a toujours une histoire de seuil en volume, de seuil en aspect quantitatif comme qualitatif d'une image. Et l'histoire de seuil, tout le monde n'est pas d'accord sur les seuils. Hein. Donc c'est pour ça que dans certains cas, le diagnostic peut varier en fonction de ces choses-là. On peut avoir des diagnostics de probabilité. Parfois, on dit endométriose peu probable, endométriose très probable et endométriose certaine. Donc, on peut aller jusqu'à ce genre de vocabulaire variable dans les comptes rendus
parce qu'il y a des images qui peuvent être très subtiles et pas forcément d'interprétation très facile. Je vous propose qu'on prenne ensuite, 2 petites questions, et qu'on avance. Bien sûr, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On a une session questions-réponses qui est prévue à la fin, mais ça permettra de pouvoir, continuer à avancer. Donc la première, existe-t-il un annuaire qui recense les centres d'imagerie spécialisés dans le diagnostic de l'endométriose? Ah, il y a pas un annuaire, mais on va en parler après. Il y a les filières endométriose qui ont permis d'organiser les choses localement. Donc, la plupart des filières ont un annuaire avec des gynécologues qui font partie de la filière, des radiologues qui font partie de la filière, et ça a beaucoup simplifié les choses. Ouais. On en parlera tout à l'heure. C'est accessible Merci sur beaucoup. Internet, hein. Une dernière petite question, puis on avance et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra y répondre à la fin de ce webinaire. À quel moment fait-on une échographie intestinale? Alors ça, c'est variable. Ça dépend également de la compétence du radiologue qui fait l'examen. L'échographie intestinale peut être un examen qui peut être réalisé en première intention si vous tombez sur un radiologue expert qui a l'habitude de voir ces lésions. Il peut faire le bilan complet de vos lésions digestives éventuelles en première intention, mais c'est également une échographie qui peut se faire en troisième intention, c'est-à-dire vraiment en préopératoire, pour rechercher toutes les petites localisations digestives qu'on aurait pu manquer parce on est allé plus vite précédemment, notamment au niveau du petit intestin, au niveau des parties autres que le rectum, du gros intestin. Voilà, donc il y a différents cas de figure. Je vous propose qu'on continue. Docteur Bastiani, c'est à vous. Alors, bonsoir à tous. Je suis le docteur Caroline Bastiani, radiologue au sein du groupe Riviera Imagerie à Nice et spécialisée aussi dans l'imagerie de la femme et notamment dans l'endométriose. Donc, moi, je vais vous parler de comment se préparer à un examen. Donc, on a parlé des deux principaux examens qui sont en notre possession pour pouvoir aider les patientes à avoir un diagnostic. Alors, on a parlé d'échographie pelvienne. Donc, effectivement, on commence toujours l'examen par une échographie suspubienne, comme vous l'a expliqué Damien. Ça nous permet d'explorer quand même la vessie, le pelvis et éventuellement aussi les reins. Alors, on dit toujours aux patients, donc ça, on a beaucoup de mal. Les secrétaires disent toujours de boire un demi-litre d'eau avant l'examen. C'est toujours difficile parce que des fois, on a un peu de retard dans les consultations. Donc, les patientes, après, elles ont très envie de faire pipi et c'est très difficile de réaliser l'examen. Donc, l'idéal, c'est d'avoir la vessie semi-pleine et de ne pas se mettre la pression, surtout avec cette histoire de vessie vide ou vessie pleine. Généralement, si on arrive le jour de l'examen sans avoir envie de faire pipi, qu'on attend un petit peu, on arrive à avoir la vessie suffisamment pleine, ni trop, ni pas assez. Surtout, l'échographie, ça va permettre déjà de prendre un premier contact avec la patiente, de connaître ses antécédents, de savoir pourquoi elle consulte, quels sont les symptômes, si elle prend éventuellement un traitement, si elle a déjà été opérée ou pas. Et en fonction de ça, ça nous aide après aussi à orienter les patientes. Si effectivement sur l'échographie, on ne voit pas grand-chose, à la fois suspubienne et à la fois endovaginale, ça va nous permettre de directement nous orienter les patientes en se disant, bon, là, j'ai pas vu grand-chose, mais elle a quand même des symptômes très typiques d'endométriose. On va lui programmer l'IRM et l'IRM, je vais la faire avec moi de préférence parce que comme ça, je sais ce que je cherche, j'ai déjà vu la patiente et c'est quand même beaucoup plus simple et c'est surtout mieux d'avoir un parcours fléché. Concernant l'échographie endovaginale, donc déjà on demande toujours à la patiente si elle est d'accord pour réaliser cet examen. Et des fois, ça peut être chez des patientes qui sont douloureuses, un examen plus compliqué. Donc nous, on commence toujours par l'échographie pelvienne, mais c'est vrai qu'on vient beaucoup ensuite à l'IRM parce que déjà, l'IRM nous permet d'explorer un champ plus étendu que le champ limité à l'utérus et aux ovaires. Ça permet de voir les muscles sur les côtés, l'exploration de la paroi aussi, les reins, de voir s'il peut y avoir un nodule d'endométriose qui peut se localiser aussi sur l'urtère, c'est-à-dire le conduit qui va du rein jusqu'à la vessie. Donc voilà, et puis des fois on peut remonter jusqu'au coupole diaphragmatique aussi.
Alors, concernant l'IRM, non, on va revenir juste voilà, sur l'IRM. Donc, ce n'est pas la peine d'être à jeun. Surtout, on demande aux patients de ne pas être à jeun. Pas avoir de métal sur soi. Donc, généralement, on demande d'enlever les piercings, tout ce qui pourrait avoir un effet magnétique avec l'IRM. Et ce qui est très important, alors beaucoup de patientes ont du mal à le faire, mais c'est extrêmement important pour nous, pour la qualité de l'IRM, c'est de réaliser un lavement la veille et le jour de l'examen. Ça permet d'avoir le rectum qui est vide, et notamment dans les lésions postérieures, c'est-à-dire les lésions entre l'utérus et le rectum. Si le rectum est plein de matière, eh ben, franchement, on n'est pas très bon pour pouvoir diagnostiquer de façon pertinente s'il y a une petite lésion entre l'utérus et le rectum. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le rectum vide parce que notre analyse, elle sera bien meilleure. Si jamais on est un peu stressé par l'IRM, donc déjà, on rassure les patientes. Le manipulateur est aussi là pour, quand on va chercher la patiente, on explique l'examen, on dit que ça va bien se passer. C'est un examen, on peut passer à la diapo d'après. C'est un examen qui n'est pas très long, hein, c'est 10-15 minutes. Il n'y a aucune douleur ressentie par la patiente. Les patientes, on peut leur mettre un casque avec de la musique, on les rassure, on leur explique, parce que je vois les questions en même temps. L'opacification vaginale et rectale, donc juste pour faire cette petite parenthèse, il y a eu des études qui ont été pour cette opacification et d'autres études qui ont été contre. C'est quand même déjà un examen un peu stressant. Si en plus on dit à la patiente, enfin nous chez nous, dans notre centre, on ne pratique pas l'opacification vaginale et rectale. Parce que ça ne nous apporte pas dans notre pratique quotidienne un diagnostic meilleur. Et ensuite, c'est pour nous embêter les patientes encore plus. Voilà, donc le jour de l'examen, en plus du lavement la veille et le jour de l'examen, si on dit à la patiente il faut vous prendre une petite seringue pour vous mettre du gel dans le vagin et dans le rectum, c'est un peu difficile. Donc voilà, l'IRM, généralement, ça se passe bien et on arrive à rassurer les patientes. Si vraiment on est claustrophobe et qu'on est très stressé, on peut prendre un petit quart de Lexomil avant de venir faire l'examen pour arriver détendu. Alors, concernant l'IRM, actuellement, on n'injecte plus de produits de contraste. Voilà, c'est plus nécessaire pour le diagnostic. Par contre, ce qu'on injecte, c'est du glucagène. Alors, ce glucagène, il est important parce qu'il permet de diminuer les artefacts dus au tube digestif. Et c'est l'IRM, donc il faut vraiment être immobile. Plus la patiente est immobile, meilleur le résultat sera dans notre analyse à nous derrière pour les images. Et ce glucagène, il va permettre de limiter les artefacts dus au mouvement des structures digestives. Parce que quand on a mangé, hein, le tube digestif, il est en permanence en train de travailler, donc il bouge. Et ces mouvements, eh ben, ça artefacte les images. Donc, généralement, avant l'examen, on injecte ce glucagène, donc soit en sous-cutané, hein, c'est une toute petite piqûre, hein, soit en sous-cutané, soit en intramusculaire. Et donc, ce qui est très important, c'est que généralement, les patientes, par erreur, arrivent à jeun. Et ce glucagène peut provoquer une hypoglycémie. Donc, généralement, les patientes, après, il y en a certaines qui ne se sentent pas très bien parce qu'elles sont venues à jeun. On leur a fait le glucagène et après, elles ont une sensation de nausée. Elles ne se sentent pas bien. Donc, ce qu'il faut prévoir, c'est un, de ne pas être complètement à jeun et deux, d'amener un petit snack à grignoter. Comme ça, après l'examen, on se prend un petit peu de sucre et ça va beaucoup mieux et on évite les malaises. Voilà. Ce que je n'ai pas dit pour l'injection, des fois, il nous arrive d'injecter quand même pour le gadolinium. Quand il y a une lésion de l'ovaire qui n'est pas un endométriome et qu'on n'arrive pas à caractériser, donc on aura besoin de l'injection. Et dans certains cas aussi, en cas d'atteinte digestive sévère ou bien d'atteinte distale, c'est-à-dire au niveau des muscles. Voilà. On peut passer à la diapo suivante.
Voilà, donc ça, je vous ai expliqué le rôle du personnel soignant. Donc, on est tous là pour essayer d'écouter, pour que l'examen se passe le mieux possible, pour que tout le monde soit rassuré, que la patiente bouge le moins possible et qu'elle ne garde pas un souvenir terrible de son examen, à la fois échographique et voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, ce qui est très important de comprendre dans l'endométriose, c'est que vous n'avez pas affaire à un seul médecin, mais vous avez affaire à plusieurs médecins et du personnel également paramédical dans la prise en charge de l'endométriose. Donc, nous, et je pense que mes collègues aussi, tous ceux qui sont référents endométriose, participent à ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire où chaque dossier, chaque patiente qui vient pour un diagnostic d'endométriose est rediscuté avec tout le monde. On revoit toutes les images et on essaye de proposer au mieux une prise en charge pour la patiente. Donc, on discute entre nous. Donc, les deux principales questions qui vont se poser lors de ces RCP, c'est la patiente, quelle est sa plainte? Est-ce que son principal problème, c'est un problème de douleur? À ce moment-là, on va essayer, on relie les IRM, on rediscute du cas entre nous. Bon, là, il y a une atteinte sévère, alors peut-être que le mieux pour elle, pour l'instant, c'est une prise en charge chirurgicale, mais on va également lui proposer la kinésithérapie, l'ostéopathie, la sophrologie. Voilà, tout le monde va pouvoir aider la patiente dans sa prise en charge globale. Et la deuxième chose, c'est la patiente, elle vient avec des douleurs, mais son principal problème, c'est un trouble de la fertilité. Donc là, à ce moment-là, elle va être prise en charge plutôt par l'équipe de PMA, de procréation médicalement assistée, parce que actuellement, son principal désir, c'est un désir de grossesse. Donc, en fonction de la plainte de la patiente et de la raison pour laquelle elle est venue jusqu'à nous, on va orienter au mieux les patientes. Et en fonction de ça, on va lui proposer une prise en charge adaptée. Pareil, avec un accompagnement. Nous aussi, on a des diététiciens, des nutritionnistes, des psychologues. Et donc, au cours de cette RCP, pour Madame Machin, elle est venue nous consulter parce que sa plainte, c'était ça. Et on va pouvoir essayer de lui proposer ça. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, voilà ce que je vous ai expliqué sur le parcours de la fertilité et PMA. Donc là, c'est nous, dans ces réunions de concertation pluridisciplinaire, on a des gynécologues spécialisés en PMA, ils prennent le nom de la patiente et on organise tout pour la suite pour essayer de pouvoir répondre à l'attente de la patiente. Et donc, chaque parcours est personnalisé, construit en fonction des symptômes, du stade de la maladie et des objectifs de la patiente. Et voilà, vous n'êtes pas seul face à un médecin. Il faut bien comprendre que derrière, il y a toute une équipe qui essaie de répondre au mieux aux attentes de la patiente. Et chaque dossier est rediscuté, revu, toutes les images relues, voilà, pour qu'on puisse avoir le meilleur diagnostic et la meilleure prise en charge. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle petite session de questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole aux médecins qui vont pouvoir vous répondre directement. Merci à tous. J'ai vu les questions concernant le diagnostic des lésions nerveuses, notamment sciatiques, ou le diagnostic des lésions digestives. Pour ce qui est des lésions nerveuses, notamment au niveau des nerfs sciatiques, c'est quand même des lésions très rares, les lésions sur les nerfs sciatiques. En 25 ans, j'en ai vu 3. Ces lésions sont très bien visibles à l'IRM. L'IRM, c'est l'examen de référence pour ces lésions-là, puisque l'échographie a beaucoup de mal à les voir. Ces lésions qui sont à distance du fond vaginal. Donc, on peut pas les... Pardon Damien, excuse-moi, il faudrait faire une IRM pelvienne et pas une IRM du rachis lombaire. Je pense que le neurologue, il n'a pas l'habitude de prescrire des IRM pelviennes, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Absolument. C'est une atteinte tronculaire, c'est-à-dire une atteinte du nerf sciatique lui-même, une fois qu'il s'est formé après la sortie des racines de la colonne vertébrale, en fait, qui se rassemblent pour former le nerf sciatique. Concernant les lésions digestives, on peut les voir très bien en échographie, on peut les voir très bien en IRM.
Donc, tout est question d'habitude. Enfin, pour ce qui est des protocoles, j'ai vu une question sur les protocoles. Les protocoles, ça dépend beaucoup des centres dans lesquels vous faites de l'imagerie. Il y a des imageries, il y a des centres qui font ce qu'on appelle les balisages vaginal et rectal. Certains médecins, même dans ces centres, en font, d'autres n'en font pas. L'injection du glucagène n'est pas non plus systématique, ça dépend du type d'appareil qu'on a et du type de séquence que l'on fait. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, le lavement est également recommandé, mais n'est pas obligatoire. Donc, autant de types de préparation différentes que d'équipes de radiologues qui vont réaliser les examens, d'équipes de radiologues spécialisés qui vont interpréter les examens. Ce dont on est sûr, tous ensemble, c'est ce qu'on appelle les séquences d'IRM, c'est-à-dire comment on va regarder la patiente d'un point de vue technique. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais pas sur comment on va préparer la patiente. Il y a une question sur Alizé, je crois, qui a une grossesse et qui se demande s'il faut contrôler l'IRM après la grossesse. Alors, la grossesse avec la ménopause, c'est les 2 meilleurs traitements de l'endométriose. Votre endométriose sera jamais aussi calme que pendant votre grossesse, puisque tout est bloqué. Il n'y a pas l'endomètre, il est en off. Et du coup, les lésions d'endométriose aussi. Donc, et du coup, je rebondis juste sur cette question pour dire qu'en fait, on contrôle l'IRM seulement quand la clinique a changé. Soit parce qu'on a une pilule depuis 5-6 ans et que du coup, le corps a fini par s'habituer, qu'on a de nouveau des douleurs, ou bien parce que on a arrêté la pilule parce qu'on en avait marre, ça peut arriver aussi, et que les douleurs sont revenues, ou que les douleurs sont modifiées. On ne fait pas d'IRM, il n'y a pas de recommandation à suivre de manière systématique l'endométriose par IRM. Je propose une petite question également sur le glucagène. C'est un sujet qui est pas mal revenu dans le chat. Docteur Bassiani, si vous pouvez nous en parler, notamment Rebecca qui demandait le 21 mai, je dois passer une IRM pelvienne pour des douleurs pelviennes chroniques. Est-ce normal que j'ai pas eu d'ordonnance pour le glucagène? Alors, certains centres le fournissent et d'autres, c'est écrit sur l'ordonnance normalement. Donc, normalement, les centres le fournissent, hein. Donc, vous inquiétez pas pour ça. D'autres questions? Est-ce qu'on prend le temps de répondre encore à quelques questions? Il y a eu Une beaucoup de questions sur vas-y, l'endométriose superficielle. Excusez-moi, je ne sais pas à qui j'ai coupé la parole. Non, pas de souci. Ah ouais. Il y a beaucoup de questions sur l'endométriose superficielle. On va en reparler un tout petit peu après, parce que effectivement, c'est très frustrant d'avoir des douleurs et de se dire est-ce que j'ai vu le bon médecin, est-ce que l'examen a été bien fait, etc. Quand on a des douleurs qui sont réelles, on peut ne pas comprendre pourquoi l'examen est normal. Et on en reparlera tout à l'heure. Et oui, moi je voyais la question sur peut-on avoir une endométriose au niveau des muscles. Donc oui, effectivement, on peut avoir de l'endométriose sur la paroi, hein. Souvent, c'est sur des cicatrices de césarienne, hein. Donc c'est des dames qui auront eu des césariennes et puis il y aura du tissu endométrial qui se sera un petit peu accroché sur cette cicatrice et on pourra avoir du coup des petits nodules qui sont surtout douloureux pendant la période de règles, hein. Je vous propose qu'on continue. Nous avons donc bien sûr une session questions-réponses à la fin. Donc si jamais vous n'avez pas eu de réponse à votre question, n'hésitez pas à la reposer. Vous avez également une partie questions-réponses où vous pouvez directement poser vos questions et nous pouvons vous répondre également par écrit. Je vais donc laisser la parole au docteur Martha Lempicka. On vous Oui, écoute. bonjour. Bonsoir, du coup, je suis le docteur Lempicka, je suis radiologue au Havre. Je fais de l'imagerie de la femme et de l'imagerie de l'endométriose depuis un bout de temps maintenant. Et donc, on va parler des avancées, parce qu'il y en a, heureusement. Du coup, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, les avancées, elles sont de 3 ordres. D'abord, la société a changé. On parle d'endométriose, enfin, et cette parole qui se libère permet en fait de mieux diagnostiquer les patientes plus tôt et de prendre en compte leurs symptômes qui sont des symptômes douloureux. Et on sait à quel point, dans l'histoire de la médecine, la douleur, ça a été compliqué à, à avoir une prise en charge pertinente. Et donc, aujourd'hui, comme la parole s'est libérée, qu'on commence à croire les patientes, la prise en charge s'est beaucoup améliorée aussi. Il y a eu des avancées en radiologie, alors pas tant sur les techniques que sur la façon en fait de décrire les lésions.
Et puis, on va parler du test de dépistage salivaire parce que ça va nous concerner, nous radiologues aussi. Et du coup, et puis c'est surtout en ce moment que ça se passe, donc on pourra faire un point là-dessus. On peut avancer. Voilà, donc les avancées de la société, elles ont été faites grâce à vous, enfin, grâce aux patientes, aux associations de patientes qui se sont organisées pour parler de la maladie, pour faire en sorte que les choses bougent, parce qu'en fait, c'est pas normal d'avoir 7 ans de retard au diagnostic. Et surtout, l'énorme conséquence de ça, c'est que les patientes étaient prises en charge avec des endométrioses très avancées et du coup plus compliquées à prendre en charge, et à l'implication de professionnels de santé investis qui aussi se sont battus pour que les choses avancent. Donc en février 2022, il y a Emmanuel Macron à la télévision qui a annoncé une première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose pour améliorer la prise en charge des patientes, renforcer les moyens, voilà, ça, mettre des guillemets, et mieux accompagner les femmes. Enfin, ceci dit, il y a eu des conséquences directes à ça, on va en parler après. Et puis, en 2023, dans le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Borne a inclus un chapitre sur les actions de recherche contre l'endométriose. Voilà, donc c'est tout récent, 2022 et 2023. Ouais, on peut passer. Voilà. Je fais un aparté sur le congé menstruel parce que c'est un truc dont on entend parler souvent dans les médias ou sur les blogs. C'est vrai que les patientes, quand elles ont de l'endométriose, elles sont souvent en aménorrhée, donc elles n'ont pas de règles. Mais pour plein de raisons. D'abord, elles peuvent refuser de prendre la pilule parce qu'elles disent moi, je n'ai pas une endométriose très sévère et je m'en sors bien avec mes anti-inflammatoires et je ne veux pas d'hormones. OK, ou bien parce qu'elles ont un désir de grossesse et du coup, on leur a dit de ne pas prendre d'hormones, ou pour plein d'autres raisons, elles peuvent ne pas être en mesure de travailler quand elles ont leurs règles. Alors, il y a eu une proposition de loi en février 2024, donc il y a tout juste un an, qui a été rejetée par le Sénat, mais voilà, ça bouge un peu. En Europe, il n'y a que l'Espagne qui a légiféré sur le sujet. Et alors, juste pour la petite histoire, dans le monde, au Japon, alors qu'on connaît la valeur travail du Japon, depuis 1947, les femmes, elles ont un jour de congé menstruel. Donc, on est un tout petit peu en retard. Et puis, il y a quand même des initiatives locales, alors soit les régions, soit les employeurs, les collectivités locales qui peuvent être sensibles à ce sujet et du coup qui permettent à leurs salariés d'avoir des jours de congé sur présentation d'un certificat médical. Voilà. Et donc, ce grand travail des associations de patientes et cette prise cette prise en compte de la maladie par la société a conduit à la création des filières régionales d'endométriose. C'est très, très récent, en fait, parce il y a eu une clôture en 2024. Donc, tout s'est mis en route maintenant. Et ça va, je pense, vraiment améliorer la prise en charge des patientes, puisqu'enfin, il y aura un endroit qui en fait c'est en lien avec les ARS, donc il y en a une par région, les agences régionales de santé. Et donc dans chaque région, dans chaque région, il y a un budget alloué pour la filière. Et cette filière, elle tourne sur un pivot. Enfin, le pivot de la filière, c'est les RCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaires, qui réunissent tous les professions médicales et paramédicales qui suivent la maladie. Et du coup, ça permet aux professionnels de santé de communiquer beaucoup plus facilement et aux patientes d'avoir un retour beaucoup plus complet de leur situation. Ces centres, ils sont organisés en 3 niveaux parce que bien sûr, on ne prend pas pareil en charge. Enfin, ce n'est pas les mêmes personnes qui prennent en charge l'adolescente qui va voir l'infirmière scolaire ou bien la patiente multi-opérée qui échappe à tous les traitements médicaux. Donc, il y a 3 niveaux d'expertise dans chaque filière, il y a 3 niveaux d'expertise. Et tout ça, c'est pour avoir un suivi global et structuré, voilà, pour accompagner chaque patiente de manière efficace. On peut passer. Donc, les 3 niveaux de recours, en fait, c'est important de comprendre ça. C'est qu'en fait, l'endométriose, c'est une maladie qui est très, très, très hétérogène. On peut avoir, et puis surtout qui est c'est assez difficile à palper médicalement, parce qu'on peut avoir quasiment rien sur l'IRM et une patiente qui reste 1 semaine par mois au lit, comme on peut avoir des lésions d'endométriose hyper importantes, et la patiente fonctionne en fait. Et puis elle me dit non, mais j'ai pas mal, tout va bien. Du coup, c'est pas très palpable. Donc, il y a plusieurs niveaux de recours. Le premier niveau de recours, c'est les professionnels de santé de ville pour le diagnostic et la prise en charge de proximité. Dans ce niveau aussi, il y a bien sûr les sages-femmes, les infirmières scolaires,
toutes les professions médicales, paramédicales qui vont intervenir au quotidien et puis pour les endométrioses peu sévères. Le deuxième niveau de recours, c'est les professionnels référents de ville ou en établissement de santé qui interviennent dans un ou plusieurs centres multidisciplinaires référents pour le diagnostic. Bon, en gros, c'est je mets des gros guillemets parce que ça veut rien dire, mais les experts, c'est-à-dire les patients, enfin les médecins, pardon, et les paramédicaux qui interviennent de manière précise sur la maladie. Et le troisième niveau de recours, alors là, c'est pour les endométrioses complexes, avec une atteinte rectale, avec de la PMA compliquée, etc. Et donc, à la RCP, il y a les 3 niveaux de recours qui se rencontrent et qui permettent un petit peu, si une patiente est prise en charge par une sage-femme, mais que l'IRM est revenu avec des lésions ultra complexes, hop, elle l'adresse directement au chirurgien référent. Ou bien si la patiente a un désir de grossesse, ça ne marche pas, ça fait 2 ans, et hop, elle peut l'adresser plus facilement en PMA. Et puis, on parle des patientes, de leurs problématiques. Et donc, la prise en charge est beaucoup plus globale et structurée. Et une autre chose par rapport au recours, c'est pas parce qu'on est dans un recours 3 un jour qu'on va y rester toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, par exemple, une endométriose hyper sévère avec une chirurgie, une stomie, un peu, vraiment hyper sévère. Et puis finalement, 5 ans plus tard, la maladie s'est stabilisée et on peut très bien être suivi par sa sage-femme en qui on a confiance et qui va surveiller s'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui apparaissent. Tout comme on peut avoir une IRM normale, et je rebondis encore sur les IRM normales, mais tellement invalidée par les dysménorrhées, donc les douleurs pendant les règles, qu'on a besoin d'une prise en charge algologique, donc en médecine de la douleur, qui nous adresse directement en 3e niveau de recours. Du coup, voilà, c'est très, très hétérogène en fait. Et on a besoin de ces 3 niveaux, les 3 sont hyper importants. Alors, on peut passer ensuite. Voilà ce qu'on trouve sur le site santé.gouv.fr, parce que c'est quand même, on a de la chance d'habiter quand même dans un beau pays qui organise les choses, avec un peu de retard, mais qui les organise bien. Et donc, voilà, j'aimais bien cette image parce que les filières, elles sont faites pour les patientes, mais elles sont faites aussi pour les acteurs de santé, parce que les radiologues, on a besoin des gynécologues, des sages-femmes, des médecins traitants, etc., pour prendre en charge les patientes. Et ils ont besoin aussi d'avoir des réseaux. Et donc, nous, ça nous améliore aussi beaucoup, beaucoup notre pratique. C'est beaucoup plus facile pour nous aussi grâce à ces filières. Voilà, donc voilà quelques exemples. Donc, il y en a un par région. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous habitez tous, mais vous pouvez taper le nom de votre région, filière endométriose, et vous allez tomber sur le site Internet. Et donc, sur ces sites Internet, souvent, il y a un annuaire. On peut passer. Voilà, donc, on a parlé des avancées dans la société qui sont importantes et qui sont récentes et qui vont vraiment dans le bon sens. Les avancées en radiologie, elles sont plus sur la façon de décrire les lésions. Alors, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a un groupe qui est très actif et qui est très, très reconnu, qui s'appelle le groupe Endoval IRM, où il y a des professeurs, il y a des libéraux aussi, et qui a sorti en mars 2023 le lexique endométriose en IRM. Et l'objectif de ça pour nous, alors du coup, pour vous, c'est peut-être pas très concret, mais pour nous, ça l'est beaucoup, c'est de parler le même langage. C'est-à-dire qu'en fait, que quand un compte rendu sort, voilà, on a lu notre IRM, on a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, pouvoir le mettre de telle façon que tous les radiologues parlent le même langage, que le gynéco qui le voit derrière comprend directement, que le chirurgien, quand il va opérer, il sait exactement où sont les lésions, et du coup, sa chirurgie est beaucoup plus facile et il est rassuré. Ouais, il y a plein de systèmes de classification, mais globalement, on peut passer la slide d'après. Voilà, en pratique, ce que ça fait. Je ne sais pas si ça vous parle trop, mais ça, c'est une coupe axiale, donc transverse, coupée comme ça du pelvis. Voilà, ils ont tout opacifié, mais c'est une façon de faire. Là, c'est la vessie, là, c'est le vagin, là, c'est le rectum. Et donc, vous voyez, ils ont fait des carrés en disant, dans chaque compartiment, qu'est-ce qu'il faut qu'on décrive, tac, tac, tac. Vous voyez ici le médio central, l'utérus, les ligaments utérosacrés, la paroi postérieure du vagin, etc. Et l'idée, c'est que tout le monde ait un compte rendu structuré et que tout le monde se comprenne depuis le radiologue jusqu'au bloc opératoire. Voilà. On peut passer. Et donc, on va finir sur le test salivaire endotest. Je pense que ça intéresse tout le monde. C'est un test qui a été développé ces dernières années grâce à l'intelligence artificielle et à du séquençage très, très, très rapide. Donc, il y a une société qui s'appelle Ziwig qui a fait le pari qu'il y a des marqueurs spécifiques de l'endométriose. Donc, par spécifique, on entend que c'est des marqueurs seulement de cette maladie-là.
Et donc, ils ont isolé des micro-ARN salivaires. Donc, des micro-ARN, c'est des tout petits bouts d'ARN qui circulent dans la salive, dans le corps. Et ils ont dit, bah, tous ces marqueurs-là, ils sont spécifiques de l'endométriose. C'est-à-dire que toutes les patientes qui ont ces marqueurs ont de l'endométriose. Et donc, on va pouvoir faire le diagnostic de l'endométriose. OK, génial. Ils ont comparé ça à des IRM. OK, très bien. Chaque test salivaire, là, pas juste dans la bouche et puis on envoie, mais après il y a du séquençage, etc., coûte 839 €. Donc c'est cher, mais c'est le prix de la santé. Et donc, bien sûr, la France prend en charge sur le plan de la santé ses citoyens et c'est une bonne et belle chose. Mais néanmoins, la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, a besoin d'être sûre que ce test va changer la prise en charge des patientes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer un test si, bah, OK, on sait si on a ou pas de l'endométriose, OK, mais est-ce qu'à la fin, ma prise en charge a changé ou pas? Parce que finalement, si ça revient au même, bah, le test, ça veut dire qu'il ne sert à rien d'un point de vue clinique. On peut passer à la suite. Voilà. Donc, l'étude EndoBest qui a été lancée le mois dernier veut confirmer donc l'impact décisionnel d'endotest sur la prise en charge des patientes présentant une suspicion d'endométriose avec une imagerie normale. Donc, l'idée, en fait, c'est pas tellement de diagnostiquer l'endométriose ou pas, parce que cette étude, elle a déjà eu lieu et effectivement, ça permet de diagnostiquer l'endométriose, mais de voir si ça change quelque chose ou pas dans la prise en charge des patientes. Donc, il y a 2500 patientes qui seront incluses dans l'étude et ensuite, la HAS a dit OK pour payer encore pour 22 500 patientes supplémentaires non incluses dans l'étude via le forfait innovation. Donc, les patientes n'auront pas à payer. Il y a 80 centres qui participent. Je pense que ça, c'est ce que le petit dessin là que j'ai fait en bas, désolé, c'est pas très. En fait, c'est vraiment la situation que toutes les patientes redoutent. C'est vraiment l'incompréhension et que les radiologues aussi redoutent parce que c'est hyper désagréable de dire à quelqu'un qui se plie de douleur, bah non, en fait, votre IRM est normal, votre échographie est normale, il n'y a rien. Mais je mets des guillemets parce que du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc on explique qu'il y a peut-être de l'endométriose superficielle, etc. Mais on est quand même dans une société où on a besoin de réponses. Et je pense d'autant plus les jeunes générations, on a besoin, tout va vite, etc. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on a mal, ce que j'entends. Donc l'idée, en fait, c'est de développer ce test comme ça. On peut passer. Voilà. Donc les critères d'inclusion, c'est-à-dire qui peut participer à l'étude, donc de 18 à 43 ans. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a pas les patientes mineures et moi, je trouve que c'est surtout chez elles que ce sera génial d'avoir ou pas le diagnostic. Qui n'ont pas de diagnostic d'endométriose, c'est-à-dire que s'il y a déjà eu une célioscopie, donc une opération qui a vu qu'il y avait un peu d'endométriose superficielle, on ne peut pas être inclus, qui ont des symptômes qui permettent une suspicion clinique forte de la maladie. C'est typiquement des douleurs pendant les règles qui empêchent d'aller à l'école ou d'aller au travail, qui ont des comptes rendus d'imagerie de moins d'1 an de qualité satisfaisante, donc échographie et IRM, les deux. Et de qualité satisfaisante, on retombe sur les critères d'Endoval IRM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qualité satisfaisante, c'est aussi ça. Bon, pas d'antécédents d'infection de cancer, pas de grossesse et affilié au système de santé français. Et donc, comment ça se passe? Il y a des symptômes, l'imagerie normale, l'endotest intervient ensuite. Et alors, une fois qu'on est inclus, il y a donc la réunion de concertation disciplinaire qui se réunit et qui décide est-ce que cette patiente, on n'a pas encore les résultats du test, est-ce qu'on va lui faire une célioscopie diagnostique ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller opérer pour voir si oui ou non il y a de l'endométriose? Alors là, on décide. On décide oui, il faut aller l'opérer ou non, il ne faut pas aller l'opérer. Si on dit oui, il faut aller l'opérer, à ce moment-là, on a les résultats du test. Et est-ce que les résultats du test changent la décision? C'est-à-dire, par exemple, oui, on va aller l'opérer, et puis paf, le test est positif. Ah bah du coup, non, il n'y a pas besoin de l'opérer. Ou bien, non, on ne va pas l'opérer, mais le résultat du test est positif, et du coup, est-ce qu'on a envie d'aller voir quand même pour reconfirmer, etc. Enfin, voilà. Et donc, ça va durer un peu plus d'1 an, je crois, avant d'avoir les résultats. On peut passer. Ah bah voilà, c'est fini. Conclusion. Je vous propose, on a 2 petites slides de conclusion, pour terminer ce webinaire, sur une note, plutôt positive. Puis, au vu de l'heure, à voir le temps qu'on aura pour la session questions-réponses, mais essayer de vous répondre, à tous le plus possible. Je vous laisse la parole. On a un diagnostic qui progresse. La société change, les techniques de dépistage changent et aujourd'hui, on a des professionnels qui sont mieux formés, un dépistage qui est plus rapide.
Et il y a de plus en plus de radiologues spécialisés dans l'imagerie de l'endométriose, soit en IRM, en échographie. On repère beaucoup plus précocement les patientes aussi. C'est dans le carnet de santé désormais dès l'adolescence. Les infirmières scolaires sont formées. Et puis les familles aussi, hein. Et du coup, on est quand même sur une bonne pente, en tout cas pour la prise en charge de l'endométriose. On a réduit l'errance diagnostique, on améliore la prise en charge des patientes, voilà, dès les premiers signes. Conclure, La... Pardon. je vous écoute. Allez-y, allez-y. Non, non, j'allais dire qu'on a la chance d'avoir la présidente d'Endomind avec nous. Oui, merci. Effectivement. Donc, Juliette Rennes, moi, je suis la présidente de l'association Endomind, donc une association de patientes atteintes d'endométriose agréée par le ministère de la Santé. Parmi nos actions, on a mis des actions de mise en lumière de cette pathologie pour la faire sortir de l'ombre et notamment réduire ce fameux délai de diagnostic et de faire entendre la parole des femmes. On travaille aussi avec les professionnels de santé. On a un certain nombre d'actions de plaidoyer et dans ce cadre-là, en ce moment, nous sommes notamment assez actifs sur la question du test salivaire qu'on évoquait à l'instant, puisque ça représente quand même un potentiel extrêmement important pour pouvoir réduire ce délai de diagnostic de 7 à 10 ans. Et je voyais une question sur le moment où le test pourrait être réalisé dans le parcours de soins. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit en première intention? Ça fait partie effectivement des choses que nous on porte en tant qu'association, puisque un test salivaire, c'est facile à réaliser, quelle que soit sa présence sur le territoire. On sait qu'il y a encore des zones rurales, notamment, où ça peut être parfois long d'avoir accès à un spécialiste aguerri aux techniques d'imagerie qui soit en capacité de lire effectivement les IRM ou les échographies. Et nous, on avait réalisé une étude aussi dans notre association qui disait qu'en moyenne, il y avait 4 échographies et une IRM qui étaient réalisées. C'est une étude sur laquelle il y avait 1200 femmes qui avaient répondu. En moyenne 4 échos et une IRM avant d'avoir un diagnostic. Donc, voilà, je voyais des commentaires de personnes qui disaient qu'elles avaient déjà eu plusieurs examens et qu'elles ne savaient pas si elles avaient ou pas de l'endométriose. Donc, malheureusement, ce n'est pas une situation isolée. Et aujourd'hui, la question du test salivaire, elle permet de réfléchir un petit peu différemment ce parcours-là et l'articulation entre l'imagerie et ce nouveau test est posé pour permettre à l'imagerie d'intervenir à un moment où il y a une plus haute valeur ajoutée sur la localisation des lésions, notamment dans le cadre du parcours de soins. Donc c'est voilà un potentiel intéressant et on souhaiterait effectivement qu'il soit déployé le plus rapidement possible et que cette étude se termine le plus vite possible pour qu'on puisse passer à une deuxième salle de diffusion plus large. Et je voyais une question sur la possibilité d'un faux négatif sur un test. Bien sûr, aucun test n'est jamais fiable à 100%. La Haute Autorité de Santé a estimé que celui-là elle était à 97%, ce qui est déjà extrêmement élevé, mais aucun test ne sera jamais fiable à 100%, bien sûr. Je vous propose qu'on passe du coup rapidement sur la partie questions-réponses. Nous essayons de répondre aux questions qui sont posées à l'écrit le plus possible. N'hésitez pas à reposer votre question si la réponse vous intéresse vraiment. Et le webinaire sera bien sûr disponible en replay par la suite, donc vous pourrez le regarder à nouveau. Je vais laisser la parole au médecin. Il y a une question sur l'endométriose diaphragmatique. Quel examen réaliser? L'IRM le fait très bien hein, pour dépister l'endométriose diaphragmatique. On a également une question pour localiser des atteintes rectales. Quel examen est le plus adapté? Échographie endorectale, échographie endovaginale? En fait, nous, on fait que de l'échographie endovaginale. L'échographie endorectale va être faite par un gastro-entérologue et c'est en préopératoire. C'est quand on suspecte qu'il y ait des lésions plus haut. Quand on met la sonde dans le vagin, on remonte jusqu'au haut rectum, mais on ne peut pas voir les lésions du sigmoïde, notamment. Après, il y a l'IRM qui est complémentaire aussi. Je vais continuer. Je vois également une question, une personne qui nous demande quel type d'examen doit-on passer pour diagnostiquer une endométriose diaphragmatique? Oui, on vient d'y répondre, c'est l'IRM en première D'accord. intention. Alors, j'essaye de remonter un petit peu pour ne lier personne. Quel examen diagnostique les lésions d'endométriose cérébrale? Dans du rarissime, moi j'ai vu lacrymal, mais cérébral, j'ai jamais vu, mais l'IRM.
Il y avait un cas publié dans la littérature il y a quelques années, ça doit se compter sur les doigts d'une main, Oui. dans le monde. Ouais. J'ai une patiente qui saignait des larmes de sang tous les mois. Ça aurait été une sorcière il y a quelques siècles. Faut-il recontrôler par une imagerie lorsqu'on ne prend pas de traitement hormonal et si oui, à quelle fréquence? C'est intéressant. En fait, tout dépend aussi du type. Par exemple, une patiente de 35 ans qui a un peu d'endométriose sur les ligaments utérosacrés, en fait, en fonction des symptômes, quoi, s'il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent. Mais une patiente de 20 ans qui a la même atteinte, c'est qu'elle a probablement une forme un peu plus agressive d'endométriose et que s'il y a soit une contre-indication, soit un refus de la pilule, c'est pareil, c'est en fonction des symptômes. Mais c'est sûr qu'il faut être un peu plus vigilant. Il y a une question sur les adolescentes. Alors, il y a souvent des gynécologues qui sont spécialisés en fonction des régions pour la prise en charge des adolescentes. C'est important parce que souvent, les adolescentes n'ont pas eu suffisamment d'épisodes de règles pour que soient apparues les adhérences et pour qu'il y ait de l'endométriose profonde. Alors, moi, il y a des gynécologues très surspécialisés qui font pas du tout d'IRM chez les adolescentes en disant: «Bah non, moi, règles douloureuses qui empêchent d'aller à l'école, c'est une endométriose. Donc voilà, on n'a pas besoin d'IRM parce qu'à cet âge-là, on n'a pas d'atteinte sévère». Moi, je sais que j'ai une approche un peu différente dans le sens où j'ai quelques patientes très jeunes, 15-16 ans, qui ont des endométrioses profondes, vraiment avec des gros nodules sur les ligaments utérosacrés. Et du coup, pour moi, c'est un peu une sonnette d'alarme. C'est-à-dire que cette patiente-là, il ne faudra pas la perdre de vue. Elle a une forme hyper agressive d'endométriose puisqu'on la voit déjà à cet âge jeune. Et après, il y a pas mal de questions aussi sur comment est-ce qu'on se retrouve du coup dans ce cadre un peu organisé et spécialisé pour la prise en charge de l'endométriose. C'est important de voir un médecin qui fait partie de la filière endométriose. Une fois que vous avez vu le médecin, en fait, lui, il va vous examiner, il va reprendre toute l'histoire de la maladie avec vous. Peut-être que votre médecin en fait déjà partie. Et puis, il va voir si c'est nécessaire ou pas d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire, parce que parfois, il n'y a pas besoin. Et nos RCP sont ouvertes à tout le monde. Enfin, je sais qu'à la nôtre, il y a parfois des médecins qui ne sont pas de la filière, mais qui viennent présenter une patiente, un dossier. Enfin, c'est très ouvert, en fait. Voilà. Ma nouvelle question qui arrive, je vois, est-ce que sur l'IRM pelvienne, peut-on voir le côlon et l'intestin s'il y a des lésions? Difficilement. On peut faire des entéro-IRM, maintenant, ça se fait de plus en plus. C'est des recommandations, mais c'est très récent. C'est un Merci. autre type d'IRM. C'est pas l'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne, elle va vraiment voir alors en fait le rectum qui est juste derrière l'utérus. Et puis parfois elle voit l'autre complètement bout du côlon, le côlon droit. Mais pour tout ce qui est intestin grêle, c'est d'autres examens. Mais c'est rare, hein, c'est très rare hein, les atteintes de l'intestin grêle. Il y a une question sur qui fait le balisage en IRM. Euh, alors, en théorie, c'est plus les recommandations. Il n'y a plus à faire de balisage, ni vaginal ni rectal. En pratique, en pratique, on a des habitudes. Alors, parfois, on est plus à l'aise avec tel ou tel type. Et à la rigueur, il vaut mieux qu'il y ait un balisage vaginal et que le radiologue soit, voilà, et tout a été fait comme il le voulait et il a bien interprété l'IRM, plutôt que de ne pas faire de balisage et que du coup, les lésions ne soient pas vues. Mais maintenant, on a une super bonne résolution, donc on n'a plus tellement. En fait, l'intérêt du balisage vaginal, c'est surtout de déplisser les cul-de-sac vaginaux. Et du coup, c'est vrai que les lésions sont mieux vues. Enfin, les images sont plus jolies, mais la mesure, tout le reste est pareil. Hein. Et du coup, il y a une question, est-ce que nous, les quatre, on continue de baliser ou pas? Moi, je le fais, enfin, nous, on le fait pas. En tout cas, Non Diméo. plus. Non, non plus. Nous, ça dépend des radiologues. Il y en a certains qui le font, certains qui ne le font pas. Personnellement, je ne le fais plus depuis plusieurs années. Et bon, Voilà. Cagène, il y avait également des questions. Quelle voie d'injection? Ça, c'est technique. Hein. Il faut un délai d'efficacité en parois sous-cutanée ou intramusculaire d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on s'organise dans ces cas-là. Sinon, si on voit la patiente immédiatement sur le lit d'examen et d'IRM, et ben, c'est immédiatement avant l'IRM par voie intraveineuse.
Il y a une patiente qui demande si dans une coloscopie, une personne qui demande si dans une coloscopie, on voit. Et ben non, on voit pas, puisque ça atteint, la coloscopie permet de voir l'intérieur du côlon, mais là, les lésions, elles sont à l'extérieur du côlon. Donc, il faut faire une écho-endoscopie rectale. C'est comme une coloscopie, sauf qu'il y a un petit échographe au bout qui permet de voir au travers de la paroi du côlon. Pareil pour l'examen qui voit de la vessie, la cystoscopie, ça permet rarement de voir les lésions d'endométriose qui sont situées entre l'utérus et la vessie, puisque les lésions apparaissent de l'autre côté de la paroi de la vessie, la partie externe de la paroi de la vessie, et pas la partie interne. Donc, même chose, comme pour le tube digestif, comme pour la vessie, on ne voit pas les lésions, même lorsqu'il y a des symptômes importants vésicaux. Je vous propose très rapidement, il y a un sujet qui est revenu quelques fois, endométriose en ménopause sous TSH. Vous avez des choses à nous partager à ce sujet? Alors, les lésions d'endométriose en post-ménopausique, les endométrioses, normalement, ils doivent être retirés, les endométriomes volumineux, parce qu'il y a des risques qui dégénèrent, en théorie. En pratique, ce n'est pas fait systématiquement, mais c'est un risque théorique. Sinon, l'endométriose, c'est vrai, peut être entretenu par le traitement hormonal substitutif de la ménopause, puisque ça apporte des hormones, et c'est les hormones qui favorisent le développement d'endométriose. Donc, le meilleur moyen d'arrêter l'endométriose, c'est d'arrêter le traitement hormonal substitutif. Il pourra également arrêter les autres symptômes en rapport avec l'adénomiose qui apparaît chez les patientes de 40 ans et plus, l'adénomiose interne, qui n'est pas la même maladie que l'endométriose. Ça, c'est l'endométriose qui apparaît plus souvent en rapport avec les glandes de l'utérus qui vont dans l'épaisseur du muscle et qui n'a rien à voir avec l'endométriose dont on a parlé ce soir. Je vois qu'il est 20h50, donc on a déjà bien dépassé l'heure qu'on s'était fixée pour la durée de ce webinaire. Est-ce que vous avez encore des questions, par exemple pour l'association Endomain qui est présente avec nous ce soir? Ou d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu et vous souhaiteriez vraiment avoir une réponse? Je vois une question de Sylvie. Est-ce qu'on différencie bien le SCP et l'endométriose? Qu'est-ce que le SCP? Ouais, Syndrome de congestion pelvienne. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est pas du tout les mêmes critères diagnostiques, hein. Le syndrome de congestion, enfin, le syndrome de congestion pelvienne, c'est des veines dilatées. Enfin, en gros, c'est des varices pelviennes. Et les deux sont des lésions, enfin, sont des pathologies très douloureuses. L'endométriose, c'est cyclique. Le syndrome de congestion pelvienne, moins. Mais les deux sont souvent associés. Donc, on le différencie, mais on le traite souvent conjointement. Je ne sais pas si ça répond. Et les moyens diagnostiques ne sont pas les mêmes, hein. On a des examens, même si c'est les mêmes examens, ce n'est pas les mêmes protocoles. Donc, lorsqu'on recherche de l'endométriose, on ne fait pas forcément le diagnostic de maladies veineuses congestives pelviennes qui nécessitent des protocoles spécifiques d'injection dynamique qui sont complètement différents pour mettre en évidence et l'affirmer. Alors, je crois que Aude a eu sa réponse, mais peut-être vous pourrez lui répondre également. Est-il possible que des douleurs en dehors des règles proviennent de l'endométriose lors de séances de sport, lorsqu'on doit aller aux toilettes? Bien sûr, il y a une certaine chronicisation qui peut s'installer dans le symptôme d'endométriose et parfois c'est un petit peu le vase qui déborde, hein. Donc, au début, c'est uniquement pendant les règles et après, ça peut se chroniciser et être en dehors des règles, ces douleurs. Malgré un traitement qui peut être bien mené, ça peut également échapper au traitement. Une dernière question de Aurélie qui nous demande: je voudrais savoir ce que vous pensez de la rectosonographie. Est-ce considéré comme une échographie? Je dois le passer vendredi et je ne sais finalement pas ce que c'est. Une rectosonographie? Oui. C'est à Lyon, donc, enfin, en fait, c'est une technique d'échographie endorectale où ils vont mettre de l'eau et du coup regarder, ils vont avoir une visualisation beaucoup plus précise des lésions rectales.
Merci beaucoup. Après, moi j'en fais pas, donc je peux pas. Après, il y en a également qui parlent de vaginosonographie ou de colposonographie, c'est-à-dire que certaines personnes parlaient de mettre du gel d'échographie dans le vagin en grande quantité pour pouvoir avoir une meilleure analyse de ce qui se passe proche des parois vaginales, notamment les lésions qu'on appelle de la cloison recto-vaginale, qui dans certains cas peuvent être mieux visibles lorsqu'on utilise cette technique. Une question qui peut être très intéressante. Est-ce vrai que le fait de prendre la pilule, vous pouvez avoir plus de mal à voir les petites lésions? Typiquement, pas de faire les examens d'imagerie à quelques moments du cycle que ce soit. L'objectif d'un examen d'imagerie, c'est de voir les lésions hémorragiques et les lésions fibreuses. Si le traitement est efficace, les lésions hémorragiques vont disparaître. Les lésions fibreuses, quant à elles, vont le plus du temps rester, mais être moins symptomatiques. Il y a une question sur le dinogeste, mais pour le coup, on est radiologue, donc C'est un progestatif à visée anti-inflammatoire, donc qui a eu beaucoup de succès dans l'apanage du traitement de l'endométriose, parce que du fait de son action anti-inflammatoire et à la fois hormonale, il va être bien efficace sur les lésions d'endométriose. Merci beaucoup à tous. Écoutez, il est 20h55, nous avons bien dépassé le temps qui nous était imparti pour ce webinaire. Je vous propose que l'on conclue tranquillement, notamment avec un joli message que nous avons pu recevoir qui disait merci beaucoup pour ces précisions sur les types d'examens, c'est enfin hyper clair. Donc merci beaucoup à tout le monde, bravo pour ces Merci à présentations tous. et merci à tous pour votre Merci. participation. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Soirée. Merci.